Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Comme vous pouvez le constater, je suis une très grande fan d'Harry Potter. Comme beaucoup de gens de ma génération en fait. Avec plus de 450 millions d'exemplaires vendus de 7 tomes adaptés en 8 films, Joanne Rowling a construit un univers et une mythologie dont la richesse dépasse de très loin le simple divertissement pour enfants. Ainsi, au même titre que Star Wars ou Indiana Jones, les films Harry Potter, en plus de faire partie des plus gros succès de l'histoire du cinéma, ont profondément marqué l'industrie, notamment pour ce qui est du travail d'adaptation extraordinaire effectué par les scénaristes Stephen Kloves et Michael Goldenberg. Parce que, reconnaissons-le, réussir à condenser des livres de plus en plus riches en sous-intrigues et en nombre de pages, en des films ne dépassant pas les 3 heures, relève de l'exploit. Après, on peut toujours discuter du degré de réussite d'une telle entreprise, mais personnellement, je préfère laisser ce débat au fandom. Surtout que vous pouvez trouver des heures de vidéos sur YouTube débattant du sujet sans jamais tomber 2 fois sur le même avis. Ça fait aujourd'hui 20 ans que le premier tome a été publié en France. Et à cette occasion, j'ai eu envie de parler de ma saga préférée, et je me suis demandé comment traiter du sujet sans tomber dans la bête redite. Et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez quel angle j'ai choisi. Au cours d'une interview donnée le 29 juillet 2007 pour la chaîne américaine NBC, Rowling a expliqué que son intention n'avait jamais été de recréer l'Allemagne nazie dans ses romans. Cependant, elle a aussi précisé dans une autre interview donnée la même année au journal néerlandais Volkskrant: « J'ai peut-être décidé, dès le début, de faire un parallèle avec les nazis. Je ne suis pas sûre. La Seconde Guerre mondiale est ancrée dans nos esprits, non ? Aujourd'hui, je ne peux plus lire ni regarder Harry Potter sans que le parallèle ne me saute immédiatement aux yeux. C'est pourquoi je vous propose de me suivre dans cette exploration de la saga sous le prisme de l'histoire avec un grand H. Tout comme la Seconde Guerre mondiale, le conflit qui ébranle le monde des sorciers pendant la scolarité du jeune Harry Potter a déjà connu un précédent. En effet, la première guerre des sorciers a déjà vu la génération précédente lutter contre Voldemort et ses mange-morts. Le parallèle avec notre monde saute immédiatement aux yeux, puisque les Premières et Secondes Guerres mondiales voient s'affronter par 2 fois les mêmes groupes. D'un côté, l'Allemagne et ses alliés, de l'autre les grandes puissances de l'Ouest, principalement la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Là où la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale en particulier se précise, c'est quand on s'intéresse au statut de l'Ordre du Phénix au cours de ces 2 périodes. Pour rappel, l'Ordre du Phénix est une société clandestine qui lutte non seulement contre Voldemort, mais aussi contre le ministère de la magie, c'est-à-dire le pouvoir officiel en place. Ce dernier tentant d'abord de cacher le retour de Voldemort, notamment en discréditant les 2 figures les plus importantes de l'organisation. Albus Dumbledore, son fondateur et dirigeant, et Harry Potter, leur emblème. Puis le ministère est infiltré en 1997 par les Mange-Morts, pourchassant les opposants comme les membres de l'Ordre. Tout ça vous a peut-être fait penser à la résistance intérieure française, fondée après l'armistice du 22 juillet 1940 pour combattre l'Axe et les groupes collaborateurs. Cet aspect de la résistance devient encore plus clair dans les Reliques de la Mort, après que le ministère de la Magie ait été renversé par les fidèles de Voldemort. L'Ordre du Phénix devient alors une organisation illégale luttant contre le gouvernement. À ce propos, le 7e tome est celui où les parallèles avec la Seconde Guerre mondiale sont certainement les plus évidents. Par exemple, l'Ordre utilise Potter Bay, une émission de radio clandestine qui diffuse des messages de soutien à Harry Potter ou aux autres membres, et que l'on peut écouter en donnant un mot de passe qui est fourni à la fin de chaque émission. Potterveil peut donc faire référence à Radio Londres, un programme en français lancé par la BBC après l'appel du 18 juin 1940 par Charles de Gaulle et qui continua jusqu'à la libération en 1944. La résistance utilisait Radio Londres pour faire passer des messages codés permettant à la résistance française de s'organiser. Dans le film, la fuite constante d'Harry, Ron et Hermione pour rechercher les Horcruxes, mais surtout pour éviter d'être repérés, évoque l'exode des populations en France en mai et juin 1940 pour échapper à l'avancée des troupes allemandes. Surtout dans ce plan, où les traînées laissées par les Mange-Morts rappellent celles d'avions patrouillant dans le ciel, quand on sait que les civils qui se lançaient sur les routes étaient régulièrement attaqués par des Junker Ju-87 Stuka. D'ailleurs, la bande originale de cette scène est appelée l'Exode. On peut difficilement se montrer plus clair. Une autre chose qu'ont en commun les films et les livres est Mondagus Fletcher, un petit escroc lâche et sournois néanmoins membre de l'Ordre du Phénix et loyal envers Dumbledore. Très doué pour revendre des objets souvent volés,
Il va continuer ses activités après la prise de pouvoir de Voldemort, bien que cela soit désormais illégal. La situation n'est pas sans rappeler le marché noir, clandestin et permettant de se procurer des denrées très difficiles à obtenir à cause des restrictions sous l'occupation. Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation. Profiter? Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Lepic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites. Mais Mundungus Fletcher n'est pas le seul personnage à évoquer un élément bien précis de la Seconde Guerre mondiale. Certains donnent même l'impression d'avoir été directement inspirés d'authentiques figures historiques. Selon moi, pire que ceux qui font le mal pour le mal et le revendiquent, sont ceux qui font le mal sciemment, pour servir leurs propres intérêts, tout en prétendant être du bon côté. Nous allons donc ouvrir cette série de portraits du côté du gouvernement, en commençant par Dolores Ombrage. Comment décrire ce personnage ? Sous-secrétaire d'État auprès du ministre, elle utilise son poste pour faire passer des lois anti-hybrides, renie sa mère Moldue pour se faire passer pour une sang pure, se fait nommer à Poudlard dans le seul but de virer Dumbledore et de pouvoir torturer librement des enfants, puis finit par diriger la commission d'enregistrement des nés Moldus pendant la prise de pouvoir par Voldemort. Azkaban. Je suis une femme tolérante. Dolores Ombrage est donc une grosse pute. Grosse pute. Pardon ? Et là, tu nous entends? Putain de la race, la chatte à sa mère, la pute. Elle est d'ailleurs souvent en tête de nombreux classements des meilleurs méchants d'Harry Potter, à juste titre. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Mais en termes de pure symbolique, Ombrage reste une vague figure d'autorité bureaucratique et assoiffée de pouvoir qu'on peut rattacher à n'importe quel organisme d'un gouvernement autoritaire. Gestapo, milice, collabo, peut-être votre choix. En parlant de figure d'autorité, passons au ministre de la magie lui-même. Cornelius Fudge est une parfaite incarnation de l'homme politique faible et lâche, plus soucieux de son image et de son poste que de l'intérêt du peuple qu'il est censé diriger. Un article du Wall Street Journal du 15 juillet 2005 l'avait comparé à Neville Chamberlain, Premier ministre britannique de 1937 à 1940. Ce dernier, persuadé que Churchill voulait son poste, a utilisé la presse dans une cabale visant à le décrédibiliser. Exactement comme Fudge agit dans l'Ordre du Phénix en influençant la Gazette du Sorcier contre Dumbledore et Harry Potter, les deux seules personnes affirmant que Voldemort est de retour. Chamberlain, quant à lui, a refusé de reconnaître le régime d'Hitler comme une menace jusqu'à l'annexion de la Pologne en septembre 1939. Fudge et Chamberlain finissent tous les deux par démissionner quand la preuve de leur échec apparaît au grand jour. Une des familles les plus représentatives de l'obsession du sang pur au sein de la communauté magique, à part les Malfoy, sont les Black. On connaît surtout Sirius, le parrain d'Harry, mais aussi ses trois cousines, les sœurs Bellatrix, Narcissa et Andromeda. Les deux premières ont épousé des sorciers sang pur, tandis que la troisième a épousé un Moldu avec qui elle a eu une fille, Nymphadora Tonks. Le destin de ces trois sœurs rappelle celui de la famille Mitford, issue de l'aristocratie britannique, et plus particulièrement des 6 sœurs dont l'histoire s'est retrouvée intimement liée à celle de l'Europe du XXe siècle. Jessica s'est engagée au sein du Parti communiste américain et est partie en Espagne pour soutenir les républicains contre Franco. Diana a épousé le fasciste Oswald Mosley et a rencontré Hitler en personne à plusieurs reprises, tandis que United, en véritable fanatique, a rejoint le parti nazi et est même devenue une amie proche du dictateur. On a donc, étonnamment, de parfaits alter-ego bien réels pour les trois sorcières. Pour pouvoir aborder le personnage suivant, je vais être obligé de lâcher un gros spoiler. Même si le dernier livre est sorti en 2007 et le dernier film en 2011, je préfère prévenir histoire d'éviter les ouin-ouin dans les commentaires. Donc, si vous faites partie du maigre pourcentage de gens qui ne connaissent rien du contenu des 2 derniers livres ou des 3 derniers films, je vous prierai de vous rendre au timecode indiqué juste là. C'est bon? On est entre vrais connaisseurs d'Harry Potter ou entre ceux qui s'en battent les steaks de se faire spoiler? Parfait. Severus Rogue est sûrement le personnage le plus nuancé et complexe de la saga. Ce professeur de potions, qui s'en prend régulièrement à Harry pendant ses années d'école,
est aussi un ancien mange-mort et agent double pour le comte de Dumbledore, depuis qu'il a en quelque sorte provoqué la mort de James et Lily Potter. Lily étant son amie d'enfance et la femme dont il était passionnément amoureux. La culpabilité qui le ronge va le pousser à prendre d'énormes risques jusqu'à son assassinat dans les Reliques de la Mort. Rogue est souvent considéré comme un très bon exemple de la figure de l'anti-héros, un personnage aux intentions troubles et au sens moral parfois douteux, dont les actions, ici héroïques, vont lui permettre de gagner une certaine forme d'affection de la part du public, voire même de certains personnages. Et en effet, il a aidé à empêcher Voldemort de s'emparer de la pierre philosophale tout en sauvant la vie de Harry lors d'un match de Quidditch dans l'école des sorciers. Quel titre à la con, je vous jure. Il est redevenu un espion pour le compte de l'Ordre du Phénix dans la Coupe de Feu. Il a tué Dumbledore dans le presse de sang mêlé dans le but de le soustraire à une mort longue et douloureuse à cause d'un maléfice, et surtout pour éviter à Draco Malfoy d'avoir à le tuer sous l'ordre de Voldemort, ce qui aurait à coup sûr poussé Malfoy à basculer totalement du côté des forces du mal. Puis Rogue est mort en permettant à Harry de trouver le moyen de tuer Voldemort dans les Reliques de la Mort. Enfin, ce serait quand même grandement se foutre de la gueule du monde que de dire que c'est juste un héros tragique et incompris animé par un amour éternel. Il a quand même profité de son poste pour favoriser sa propre maison, Serpentard. Il martyrisait ses élèves, allant parfois jusqu'à la violence physique, du moins dans les films. C'est un connard. Really, nigga? C'est mon personnage préféré et Rowling l'a brillamment écrit. Je ne parle même pas de l'interprétation magistrale du regretté Alan Rickman. Mais c'est un connard. Vous voulez savoir à quel point ? Il est devenu la plus grande peur d'un de ses élèves, Neville Londubat. Et dans un monde où tu peux tomber sur des loups-garous, des serpents et des araignées géantes, des détraqueurs qui aspirent ton âme et des dragons, si ta plus grande peur c'est ton prof, c'est que t'as vraiment pas eu de chance et que t'es tombé sur un sacré salopard. Je veux même pas imaginer ce qu'il devait lui faire pendant les heures de retenue. Deux personnages historiques peuvent ressembler à Severus Rogue. Le premier est Ernst Bon bref, un des soutiens financiers d'Hitler au début de sa carrière politique, puis chef de la presse étrangère jusqu'en 1937. De plus en plus critique envers la politique mise en place en Allemagne après 1933, il se réfugie en Angleterre où il sera emprisonné dès le début de la guerre, puis transféré au Canada avant de devenir conseiller présidentiel pour la guerre contre l'Allemagne jusqu'en 1944. Le deuxième est l'espagnol Juan Pujol García, considéré comme le plus grand agent double de la Seconde Guerre mondiale. Il a travaillé pour les services secrets britanniques, en particulier le MI5. Il a fait croire aux Allemands qu'il espionnait l'Angleterre pour leur compte, et a même été décoré de la Croix de Fer en juillet 1944. Petit détail, c'était la décoration militaire préférée de ce cher Adolphe. Petite anecdote assez amusante, son épouse, Araceli González, a failli révéler les activités de son mari à l'ambassade espagnole, ce qui aurait totalement fait foirer le débarquement en Normandie. Tout ça parce qu'elle n'aimait pas vivre en Angleterre et qu'elle voulait rentrer en Espagne. Ah, c'est sûr, ça casse un peu l'histoire de l'amour absolu qui pousse à surmonter tous les obstacles. Mais bien sûr, le personnage que vous attendez tous, la comparaison que tout le monde a fait depuis le premier tome, c'est celle entre Lord Voldemort et Adolf Hitler. Même si leur ascension au pouvoir répond à des contextes très différents, tous les deux sont porteurs d'une idéologie de haine basée sur la discrimination d'un ou plusieurs groupes, finissent par instaurer un régime de terreur et sont tous les deux de parfaites incarnations de tout ce que l'humanité a de pire en elle. Leurs idéologies respectives sont aussi très similaires. Descendant de Salazar Serpentard, un des 4 fondateurs de Poudlard et sorcier sang pur, Voldemort prône l'asservissement, voire l'annihilation de tous ceux qui ne sont pas sang pur, autrement dit les sang mêlés, les nés moldus, les craquemolles et les moldus eux-mêmes, avec une hiérarchisation qui place les nés moldus au plus bas de l'échelle avec les moldus eux-mêmes. L'importance qu'il accorde au statut de sang pur apparaît encore plus tordue quand on sait qu'il est lui-même un sang mêlé, issu de l'union d'une sorcière et d'un moldu. Ce désir de purification par le sang rappelle le cas d'Hitler. Alors, contrairement à la légende, on ne peut pas aujourd'hui affirmer qu'Hitler était juif. Cependant, étant né de père inconnu, il ne peut pas prouver que ses 4 grands-parents n'étaient pas juifs, ce qui était une condition primordiale pour obtenir la protection du sang et échapper aux persécutions antisémites. On a donc 2 psychopathes mégalomanes qui ont établi un idéal sur des critères auxquels ils ne correspondent pas, dans le but de cacher leur haine de soi et persécutant des groupes bien définis. Mais leur dernier point commun se trouve dans le choix de ces 2 hommes, dans la création de leur symbole à travers une image déjà existante. Et c'est là qu'on va parler d'un des pires exemples d'appropriation culturelle de l'histoire. Ce symbole du parti nazi est inspiré de la swastika, un signe vieux de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ et que l'on trouvait en Europe, puis en Inde et en Chine entre autres. De nos jours, c'est aussi un signe hindou bénéfique, pouvant par exemple représenter la course du soleil ou illustrer la maxime
La vérité est une, les chemins sont multiples. Vérité étant d'ailleurs, dans l'hindouisme, un des noms de Dieu. Hitler l'a détournée en l'associant à la couleur rouge qui évoque le sang et en orientant la croix de manière à la faire ressembler à un éclair. Quant à Voldemort, ce dernier s'est inspiré de son célèbre aïeul pour créer la marque des ténèbres, le signe de ralliement des mange-morts. En effet, Salazar Serpentard était un fourche-langue, capable de parler aux serpents, ce qui est vu d'un très mauvais œil par les sorciers. La version filmique de la Chambre des Secrets laisse penser que la marque des ténèbres est directement inspirée de la cachette à Poudlard du basilic, qui sort de la bouche d'une statue géante de la tête de Salazar. La marque sert aussi à terroriser la population en indiquant par exemple le lieu d'un meurtre ou d'un crime. Ah ben c'est sûr, on a déjà vu plus subtil, hein? Mais si l'apparence des mange-morts dans la coupe de feu évoque moins les nazis ou les uniformes fascistes que le Ku Klux Klan, probablement dû à une production majoritairement américaine, les actes qu'ils perpétuent se rapprochent des persécutions sur les populations pendant la Seconde Guerre mondiale. L'idéologie de Voldemort, qui pousse à persécuter tous ceux qui ne seraient pas des sorciers sans pur, rappelle de manière brutale et évidente, entre autres, la Shoah. Voldemort et les mange-morts considèrent les Némoldus comme les branches pourrissant leur arbre généalogique. À ses yeux, le mélange de sang de sorcier et de sang moldu n'est pas une abomination, mais quelque chose qu'il faut encourager. Quand on lit certains extraits de Mein Kampf dans les manuels d'histoire, on voit bien comment Rowling a puisé son inspiration dans l'idéologie nazie. Elle a même été jusqu'à inventer une insulte pour désigner les sorciers nés de parents moldus. Sang de bourbe. Les relations entre sorciers et moldus, ou avec des hybrides, comme les loups-garous, sont jugées contre nature, tout comme l'étaient les relations entre les Aryens et les personnes d'autres ethnies, ou même les relations homosexuelles. Dans les Reliques de la Mort, Dolores Umbridge dirige une commission d'enregistrement des Némoldus. Au cours des auditions, les victimes sont renvoyées de leur emploi, envoyées à Azkaban, ou bien on brise leurs baguettes. En France, un statut des Juifs a été instauré par le gouvernement de Vichy en octobre 1940, excluant les Juifs d'un très grand nombre de professions et leur ordonnant de se déclarer auprès des autorités. Ces registres ont ensuite été utilisés dès 1942 pour organiser les rafles et les arrestations avant la déportation vers les camps de la mort à l'Est. D'ailleurs, dans les Reliques de la Mort, Voldemort engage des criminels et des loups-garous, c'est-à-dire des individus en marge de la société, pour jouer le rôle de rafleurs en capturant les opposants ou les mineurs qui refusent de revenir étudier à Poudlard. On peut établir un parallèle avec les rafles d'enfants, comme celle d'Isieux dirigée le 6 avril 1944 par le chef de la Gestapo, Klaus Barbie, qui était quand même surnommé le boucher de Lyon. J'ai déjà plusieurs fois évoqué les crackmolls dans cette vidéo, mais vous ne savez peut-être absolument pas de qui il s'agit. Ce sont tout simplement des enfants nés d'au moins un parent sorcier, mais qui sont eux-mêmes dépourvus de tout pouvoir magique. Par exemple, Mrs. Fig, le frère de Dolores Umbridge et surtout Rusard sont des crackmolls. Le cas de Rusard était d'ailleurs abordé dans une scène coupée de la Chambre des Secrets. Le statut des crackmolls au sein de la communauté magique, jugé inutile et vivant difficilement parmi les sorciers, peut évoquer le sort des handicapés mentaux sous le Troisième Reich, où ils ont été en partie exterminés lors de l'opération T4 de 1940 à 1941. Plus de 70 000 victimes ont été assassinées dans des camions, des douches collectives transformées en chambres à gaz, comme au château de Artem. On pouvait, par exemple, trouver cet exercice de maths dans les manuels scolaires nazis. Un aliéné coûte quotidiennement 4 marks, un invalide 5 marks et demi, un criminel 3 marks. Dans beaucoup de cas, un fonctionnaire ne touche que 4 marks, un employé 3 marks 65, un apprenti 2 marks. Faites un graphique avec ces chiffres. D'après des estimations prudentes, il y a en Allemagne environ 300 000 aliénés et épileptiques dans les asiles. Calculez combien coûtent annuellement ces 300 000 aliénés et épileptiques. Combien de prêts aux jeunes ménages à 1000 marks pourrait-on faire si cet argent pouvait être économisé ? Dans les années 30, les classes dirigeantes allemandes juraient leur grand Dieu qu'il faudrait une gigantesque catastrophe pour que Hitler obtienne le moindre pouvoir politique. La catastrophe est arrivée, sans que personne ne puisse la voir venir. Aujourd'hui, l'extrême droite gagne du terrain en Italie et en Hongrie. Les nazis et les suprémacistes blancs ont défilé à Charlottesville en 2017. Et Donald Trump, inculte, brutal, avide de pouvoir et de fric comme c'est pas permis, est parvenu à se hisser à la tête de la première puissance mondiale.
C'est pourquoi faire de tels parallèles avec notre histoire dans une série de livres et de films destinés aux enfants est aussi important. Harry Potter est avant tout une saga sur l'éveil de la conscience politique, le vivre ensemble et la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent et ne nous ressemblent pas. Alors c'est très bien, hein, d'utiliser l'histoire comme source d'inspiration pour écrire des œuvres, de continuer de l'enseigner aux jeunes générations. Ce serait peut-être bien qu'on commence aussi à en tirer des leçons. Peut-être que la plus importante de toute la saga Harry Potter, c'est celle que fait Dumbledore à ses jeunes élèves au début du Prince de Sang Mêlé. Mais en fin de compte, leur meilleure arme, c'est vous. Gardez bien cela à l'esprit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et vive le 7e art. Nox.